Alors, on se réunit en petits groupes et c'est fait exprès sur le thème de la défense. C'est un supplément à une visio qui avait déjà été faite, hein, sur, on va dire, plus aspect stratégique et principes généraux de la défense. Donc, on va creuser, affiner certains principes, peut-être certaines stratégies aussi, notamment sur les phases ordonnées, pourquoi pas, ça peut être un thème. Mais sinon, après, aller assez vite sur d'éventuels cas particuliers, hein, liés à la défense, hein, et aux principes d'action de la défense. L'idée, moi, que je vous propose, c'est de nous considérer comme un staff en pré-saison. C'est-à-dire qu'on va échanger, mais le but, c'est quand même arriver à tomber d'accord entre nous. Alors, ça ne sera pas la vérité de tout le monde, ça sera notre vérité du jour, hein, et de nos différences culturelles. Donc, arriver à essayer de tomber d'accord sur des principes d'action liés à des phases particulières de défense. Voilà. Est-ce que ce principe de travailler comme si on était en pré-saison et entre nous, staff, vous convient? Oui, complètement. Ouais, très bien, ouais. Ouais, ça nous permet d'être à la fois assez efficace, assez concis sur certains trucs, mais aussi à tomber sur un compromis qui ne sera pas une vérité absolue, hein, qui sera notre vérité du moment, quoi. Oui, bien sûr. Cool? Ça vous va comme ça? Ouais. Allez, feu. Si vous le permettez, donc on commence par le tour d'écran, toujours pareil, pour que tout le monde se présente. Eh bien, honneur à notre nouvel intervenant et collègue de notre pays en plus. Donc, vas-y, Alexandre, on t'écoute. Ok, moi je m'appelle Alexandre Benedetti, donc je suis directeur technique national pour la Fédération luxembourgeoise de rugby depuis maintenant 5 ans. Je suis originaire de France, de Sud-Est, donc Provence. Je suis de Marseille. Je suis né à Marseille, Marseillais, donc originaire de Provence. Je suis ancien cadre technique pour la Fédération française de rugby, donc notamment en région Provence et en région Alsace-Lorraine. Et j'ai aussi bossé en club avant d'arriver sur mon poste de directeur technique, notamment sur le RCMS Moselle, ici en Lorraine. Et dans le cadre de mes missions, c'est assez vaste et assez large, mais je m'occupe principalement du centre de formation fédéral et je suis aussi entraîneur de l'équipe U18 nationale. D'accord, parfait, super. Moi, Wilfried Lonjou, donc je suis titulaire du DEGEPS depuis l'année dernière et là, ça fait 3 ans que je suis sur la structure de Colomiers pour le développement de la structure féminine. Voilà, et donc on a commencé à mettre en place les moins de 15 il y a 3 ans. Et depuis 2 ans, on a mis les moins de 18 et j'espère que la suite du projet, si les présidents sont chauds, et le projet que je leur ai présenté pour la continuité avec les seniors. Voilà. Okay. Et après, j'accompagne notre projet aussi sur notre département d'équipe féminine qui est en Fédéral 2. Voilà, sur un intact de 3 clubs. Parfait. Voilà, super. Et aussi à créer une équipe cadette. Voilà. Super investissement sur les féminines, super. Et Raphaël, pour finir. Donc, Raphaël Navarro, moi, les 2 dernières saisons, j'étais l'entraîneur principal à Ampuis en Fédéral 3. Et donc, aujourd'hui, je suis à la recherche d'un nouveau projet d'entraînement. À côté de ça, avant, j'avais entraîné les jeunes et moins de 16 ans. J'ai fait une attention pour l'espoir, principalement sur le jeu de devant et la défense. Voilà. Eh bien, parfait. On y est sur la défense. Donc, on a d'abord la première des contraintes à gérer entre staff. Hein, on est un staff. C'est celle du temps. D'accord, donc on va s'accorder une fin de session là, qu'on a un peu entamée quand même, qui va être de 20-25 minutes à peu près, et puis on se rajoutera 40 minutes derrière. Donc ça veut dire qu'en 1 heure, il faut qu'on avance le plus loin possible, comme si on se voyait un soir et qu'on avait un délai à respecter. Hein. Avancer le plus loin possible dans notre projet de défense. Hein, c'est un projet qu'on monte ensemble. Donc, j'ai listé quelques idées qui étaient remontées par les uns et par les autres. Donc, on va commencer, non pas par, enfin, c'est pas le plus simple, mais ce qui semble le plus naturel, bien valider rapidement, si on le peut, des principes défensifs liés donc aux phases de blocage. Qu'est-ce qu'on fait autour des rucks et comment on circule une fois qu'on a bloqué le ballon de l'attaque. Moi, je peux vous mettre en support, par exemple, ça. On va peut-être se servir de ça, hein, si vous le voyez. C'est bon, vous voyez? Donc, on est sur des choses simples, hein, une situation de blocage. On est en couleur ici. Un sens de jeu. Hein, on nous attaque vers notre droite, hein, si je ne dis pas de bêtises par rapport à l'écran, et devant nous, là, comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les axes de montée? Donc, moi, j'ai proposé des choses. Hein. Donc, un premier garde ici, dans le sens. Ça vous va? Un qui dit garde, qui dit ce que l'on veut. Un autre communicant très important, c'est celui qui va identifier la première menace rapide, qu'il soit 10, hein, mais la première menace rapide porteur.
Oui, non. Dites-moi à Oui, chaque oui, fois. oui, Moi, bien sûr. j'essaie de. Oui, oui. On Oui, est bon oui, c'est ça. là-dessus. Les Ouais. périphériques qui vont communiquer sur le type de montée. Hein, on monte en rush, par exemple, hein, ou on monte en contrôle, hein, par exemple. Hein, on appelle ça comme on veut. Hein. On est bon là-dessus. Ouais, ouais. Mhm. Ok. Et puis, c'était surtout pas dans l'ordre chronologique, hein, mais on ferme aussi, bien sûr, les bordures sur les retours, donc avec le deuxième qui intervient ici. Voilà. Première question, est-ce qu'on a des gardes amovibles qui bougent ou qui restent fixes? Votre sensibilité là-dessus. Oui, j'ai mis une notion de ballon visible ou non visible. Donc, lui, si le ballon est visible, il ne Qui bouge bouge plus. Voilà. plus. Et ballon encore caché, pas prêt à sortir, il peut continuer à Ils peuvent bouger. circuler. Ouais. Ok. Les gars, les autres, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est pas trop compliqué par rapport à un niveau peut-être amateur pour nous? Alors, justement, sur quel. Voilà, on est un staff qui coach quelle équipe, quel niveau? Parce que On c'est va toujours parler pareil. d'un Voilà. niveau, on n'est pas en pro, hein, Est-ce loin que de c'est des, là. est-ce que c'est des joueurs aguerris qui ont déjà des habitudes On de va, système défensif? on va parler, par exemple, Alexandre entraîne des M18, on va parler de joueurs qui sont en formation voilà, de moins de 18 ans, mais qui sont quand même des joueurs qui se destinent à avoir une petite carrière rugbystique de niveau amateur. Quoi. Voilà, donc il y a de la qualité de déplacement, il y a un peu de qualité de lecture, ce n'est pas des débutants, mais on n'a pas affaire à des professionnels. Je D'accord. réponds comme je peux hein, à ta question, mais on essaye d'être Oui, un oui, non, peu mais dans le c'est compromis. Quoi. Donc, pour. principe de déplacement ou de fixation hein, de ces gardes-là. Alexandre, t'en penses quoi? Bah, j'aurais tendance à suivre ce qui a été dit. Après, moi, je le construis entre guillemets de la même manière. Je démarre par chez les plus jeunes sur du garde fixe. Ok. Et au plus ils vieillissent et au plus ils sont capables de prendre des informations, on introduit un petit peu cette nouveauté de dire ben voilà, essayer de prendre le repère sur le ballon. Si c'est visible, c'est que ça va jouer rapidement, donc on n'a pas le temps vraiment de déstructurer et on veut sauvegarder les points chauds près du ruck en premier. Et si on a du temps, ben, on essaye de lisser et reconstruire le rideau à partir de là. Ok, d'accord. Donc, relativité hein, donc de l'action du porteur liée à la visibilité, à ce que l'on voit au niveau du ballon en sortie là-bas. Ok, Ouais. d'accord. Admettons que le ballon soit caché, c'est-à-dire que le ballon là est toujours dans le ruck, il est caché là, hein, il est là. On peut bouger ici. Comment on bouge en fait? Quels sont les principes? Oui, moi, alors, il y a pour moi deux paramètres à prendre en compte. Ça va être le mouvement des joueurs en face et l'espace qui nous reste par rapport à la touche. D'accord. Ça. Ok. Donc tout ça là. Ok. C'est ça. Bah, tout simplement, entre guillemets, ils vont circuler. Après, moi, je suis sur le principe d'avoir les 1. Je mets un mec dans l'axe, moi, par contre. Dans l'axe du ruck. Ouais. Donc c'est pas le J'ai 9. plutôt une cellule de 3 autour qu'une D'accord. cellule de 1-1. D'accord. Donc toi, ton 9, Non, il c'est est pas le 9. dans le R2. Ton 9 est où? Est-ce que le 9 fait pas. Il est Quel dans est le le rôle? R2, oui. Tu le mets dans le R2 direct. Pour l'instant, je déplace, après on validera. Hein. Mais par contre, tu prends, par Ouais. exemple, un joueur ici et tu défends avec un mec dans l'axe. Qui est sur la même ligne que qui est sur la même ligne que le R1, mais on a toujours justement, comme il y a la notion d'avoir le droit de se déplacer et que pour moi la notion en fait d'espace entre les mecs elle est importante, c'est pour ça aussi que du coup tu retrouves plutôt ce principe-là et que comme ça s'ils D'accord. peuvent bouger. Tu essayes de connecter à 3 le serrage hein, de la défense Ouais, sur la zone oui, blocage. Là. On est bloqué ici ouais, et on a 3 joueurs. parce que ce principe de 3 là, pour moi, et encore plus maintenant avec les nouvelles règles jusqu'à Fédéral 2, il est hyper important. Alors moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Raphaël, parce que bon, par principe aussi, j'aime bien avoir quelqu'un dans l'axe. Mais souvent, moi, c'est la joueuse que je vais utiliser dans l'axe. Comme moi, sur mes principes personnels défensifs, je demande de défendre à 2, c'est-à-dire que là, il y a toujours le soutien intérieur qui vient en soutien justement pour soit gratter si ça a été mis au sol, soit assister le plaquage
pour truc. Et si jamais il n'y a pas Alors, eu donc là, possibilité de grattage, elle prend l'axe. on est sur l'assistant plaqueur. Là, on a déjà Voilà, deux l'assistant joueurs. Là, plaqueur, en fait, si elle est allée au sol ou si elle n'a pas pu gratter ou que ce truc, elle rebondit et elle prend l'axe, quoi. et elle vient Voilà, là. dans En les fait, c'est principes, elle, voilà. l'assistant plaqueur. Soit il intervient là, soit il recule. Voilà, c'est ça. D'accord. Soit il y a possibilité de gratter, soit il y a possibilité de contester. Mais s'il n'y D'accord. a pas possibilité, elle prend l'axe. Et à ce moment-là, ça nous fait quand même, plutôt que d'avoir 3-4 filles par terre, on n'en a qu'une ou deux. Et on a un rideau défensif plus dense. D'accord. Et voilà. Après, Ok. mais je laisse toujours quelqu'un dans l'axe, effectivement, parce que je me suis rendu compte que quand on ne le faisait pas, déjà, ça faisait un homme de base. C'est elle qui faisait la ligne par rapport au dernier pied. Mhm. Et ça évitait beaucoup les fautes de hors-jeu. Et ça permettait aux 2-1 là, de bien surveiller la sortie de balle et de bien se concentrer là-dessus, autre chose que sur la ligne, quoi, en fait. Ok, Voilà. d'accord, ça va, on affine un petit peu. Donc, un rôle très important hein, avec des décisions en cascade. Le -1 intervient au ballon ou pas, gratte ou pas, traverse ou pas. Et si blocage, recule et prend l'axe. Ok, Alexandre, vas-y. Ouais. Ben moi, sur le plaquage, pareil, c'est plutôt préconiser une intervention à deux. Donc, un plaqueur qui doit se relever le plus vite possible, soit pour gratter, soit pour foutre le bordel ou ralentir. On essaye de toujours, alors en fonction, pareil, du rapport de force, est-ce que le ballon il est grattable ou pas, d'avoir le garde, le premier mec à l'intérieur qui vienne jouer ce rôle de surenchère au niveau du grattage ou de faire perdre du temps ou ralentir la sortie du ballon. Pour moi, c'est ce mec-là qui, si il n'est pas capable sur sa première intervention de gratter le ballon ou de traverser la zone pour le gagner par la poussée, c'est ce mec-là qui doit revenir en position axiale éventuellement. Et par contre, sur la structure bordure de rec, moi je travaille plutôt avec une sécurité en 3 mecs dans le sens de jeu et 2 mecs dans le fermé. Donc j'ai mon 1-2 plus le mec qui défend sur le 10, donc mon cadreur principal. 1, après tu en mets 3, c'est ça? En fait, j'ai 1, 2 et le cadreur, le mec qui défend sur le 10, donc à droite. Ouais, porteur. Okay. Et j'ai -1, -2 côté gauche. Avec alors, je les nomme aussi, hein, j'ai pas mal de communication. Alors, en plus, que je dois faire entre les British et les francophones. Donc, j'essaie de trouver des mots qui peuvent être similaires dans les deux langues. Mais du coup, donc, mon numéro 1, le mec qui est dans le sens du jeu, c'est mon leader. Donc, c'est ce mec-là qui est censé prendre la ligne de hors-jeu et les cadrages. Le numéro 2, donc, c'est mon garde. Mon numéro 3, c'est mon cadreur. Mon -1, c'est mon bodyguard, donc il intervient comme la flèche là, à l'intérieur, hein, il vient prendre tout l'intérieur dans le sens. Et le -2, du coup, c'est mon chasseur. C'est celui-là qui va venir mettre la pression et qui va commander la montée dans le fermé pour venir fermer en aile d'avion pour des retours intérieurs, des croix dans le dos à ce niveau-là. Donc bodyguard, ok. Et le -2, tu m'as dit que c'était. Comment tu l'appelais? -2, chasseur, hunter en English, chasseur. D'accord. Donc le et hunter. du coup, le numéro 9, il est vraiment plus en profondeur pour vraiment, à la limite, commander les sorties, ça rentre, ça sort. Est-ce qu'on rajoute de la pression? Dans l'axe? Ouais, dans l'axe et dans le sens du jeu, il va suivre la sortie du ballon après. Bien sûr. Ok. Mais il est plus derrière, plus éloigné. Ouais, un peu plus éloigné. Ouais. Est-ce qu'en communication, il va arriver à se faire entendre de la ligne là en étant aussi éloigné? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu appelles éloigné par rapport à ton schéma, hein, mais c'est dans un delta de 5 mètres maxi par rapport au rep. 5 mètres, ok. Au maxi. Hein. D'accord. Okay. Non, c'est pour se donner des idées. Hein, voilà. On commence à construire un truc. Hein, on adhère ou on n'adhère pas hein, quand on nous écoutera, mais en tous les cas, c'est une autre réflexion du moment. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, là, de ça? Donc, on mobilise quand même beaucoup de personnes. Un mandat spécial ici sur le blocage, en fait, sur l'intervention plaqueur, gratteur, blocage et éventuellement reprise de l'axe ici. On mobilise 5 joueurs ici très proches, hein, on ferme, on est très dense hein, sur la zone de ruck, avec des rôles bien définis hein, donc, et des montées bien précises. Est-ce que ça convient à tout le monde, ça? Et moi, c'est ce que j'ai utilisé l'année dernière, moi, sur la première année, en termes de cellules défensives. Et après, cette année, on est parti sur justement un peu moins de monde concerné par cette cellule, où on avait juste une joueuse dans l'axe, les 2-1 et après le cadreur. Donc, on a enlevé une joueuse, la joueuse du milieu entre le cadreur et le 1. Voilà. Par contre, c'est des choses qu'on a repris
quand on savait qu'on rencontrait des équipes qui étaient très denses devant et qu'on savait que ça allait taper fort au bord des rucks parce qu'elles n'avaient pas autre chose à proposer et que voilà, donc c'est des formules qu'on a. Voilà, moi j'ai travaillé sur les deux et voilà, sur des équipes qui sont très rapides derrière, ça peut démobiliser un peu de joueurs, ça mobilise beaucoup autour des rucks. Voilà, donc après nous c'est deux systèmes que j'utilisais, quoi. Ok, parfait. On se le garde en tête. Parfait. Très bien. Raphaël, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? En fait, c'était juste par rapport à la proposition d'Alex et le dessin que tu avais fini. On l'enlève ou pas du coup ce mec dans l'axe? Ou pas? Parce que si j'ai bien compris, à la fois Will, Raphaël, toi-même, ça va être selon la situation de la zone plaqueur-plaqué. Hein, voilà, et voilà. Est-ce qu'il peut reculer de cette zone-là et rentrer? C'est pas quelqu'un qui est déjà dans la ligne qui prend la zone du milieu, j'ai l'impression, si j'ai bien compris. En fait, il arrive sur la zone. S'il peut intervenir dans la zone de règle pour gratter et pousser, il intervient pour moi. Si il n'a pas gagné ni la distance, ni le ballon à la poussée, ni le ballon au grattage, il rentre dans la ligne et il prend un des 4 rôles que j'avais spécifiés, quoi. Je ne le laisse pas réellement dans cette position-là. D'accord. Et ouais, il ne reste pas vraiment dans l'axe. C'est soit il est dans le ruck, mais sinon il n'est pas dans l'axe. Il est en -1 en plus. Enfin, exactement. Ouais, ok, d'accord. C'est un défenseur en retard, hein, donc un -1 le plus proche. Soit il arrive à prendre la place au-dessus du ballon et là on est en capacité de ralentir ou de contester ou de récupérer. Soit il prend l'axe et il ne bouge pas de l'axe. C'est ça? D'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Donc vous avez défini donc, le compromis entre vous trois. Moi, ma sensibilité est de quand même privilégier bien sûr les zones proches autour des rucks avec des gardes, hein, mais de les laisser amovibles tout le temps pour pouvoir avoir un rail, hein, qui coulisse, hein, très loin derrière, un rail qui coulisse avec des gardes assez proches pour éviter d'avoir quelqu'un dans l'axe, hein, si possible, sachant que le 9, lui, sera un peu plus proche en tant que chien de berger, hein, un chien de garde un peu plus proche pour venir combler d'éventuels départs dans l'axe ou très proche des gardes qui s'oublient. Donc c'est le 9 qui vient bien sûr colmater les brèches de la zone proche en étant pas très éloigné de la ligne défensive. Mais cela permet surtout d'avoir un coulissage rapide, hein, pour combler des espaces sur les extérieurs en cas notamment, vous avez raison, de ballons visibles, hein, mais voilà. J'ai un principe un peu plus dynamique de la défense autour des rucks. Voilà. Après, on adopte le vote pour l'instant, on part sur cette idée-là, puisque c'est d'abord une recherche de compromis dans un staff. Hein. Donc, voilà. Donc, blocage, plus ou moins rapide, hein, mais il y a une vraie situation de blocage. Donc, on est capable de circuler. Hein. On en envoie 2 dans la zone de récupération si on le peut, hein, au maximum 2. Combien de joueurs passent dans le sens? Combien vous en gardez sur les retours? Est-ce que ça dépend de la zone du terrain, dans la largeur, voilà, dans la profondeur, hein, donc proche de notre ligne ou pas? Combien de joueurs passent dans le sens? Que font les joueurs qui étaient dans la zone plaqueur-plaqué? Comment ils se replacent? Où? Vas-y, Raphaël. Alors, pour moi, les joueurs qui sont dans la zone de plaqueur-plaqué vont se relever et la première chose qu'ils auront à faire, c'est d'observer le comportement des soutiens offensifs qui étaient en fait dans le ruck. Ouais. Est-ce que du coup, de toute façon, ils vont réintégrer le rideau, mais est-ce qu'ils vont avoir, on va dire, une course opposée au sens de jeu ou plutôt à pousser le rideau dans le sens de jeu? Ils seront dictés par le comportement des soutiens offensifs. Si c'est des soutiens offensifs qui rechargent en gardant une zone, bah là, ils ont plutôt un aspect opposé. Si c'est plutôt des soutiens offensifs qui alimentent le sens de jeu, bah là, ils auront un travail de faire pousser quand même le rideau. Voilà. Okay. Après, par rapport à ta première question, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est je ne prédétermine pas le nombre de joueurs qui circulent dans le sens, parce que en fonction de l'espace qui te reste à défendre et potentiellement de ce qui va se passer en face, il faudra plutôt interagir avec ces 2 éléments. Mais si tu considères que tu as 2 joueurs qui sont non pas perdus, parce qu'ils ont un boulot à faire, hein, et très important, au moins de ralentir, qui sont dans la zone de cœur plaqué, comment tu compenses en fait cette perte de 2 joueurs, quoi? Tu la compenses où? Dans le sens ou... Alors, déjà, moi, j'en ai qu'un seul, justement, parce que D'accord. le premier principe pour moi, c'est que les joueurs doivent être debout pour défendre. Donc, du coup, j'attache pas d'importance à essayer de récupérer les ballons dans les rucks aujourd'hui. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons?
et on va rebondir quand même là-dessus, hein, parce que c'est quand même une philosophie essentielle de défense. Moi, c'est dans les 2 secondes, s'il n'y a pas possibilité de gratter ou de contre-requer de suite, c'est pareil, je suis pas sur le principe qu'il faut être, que ça sert à rien de batailler, de lécher de l'énergie dans le ruck, à essayer de contre-requer, en sachant que si l'adversaire il est vraiment plus costaud que toi, que le ballon tu ne le récupéreras pas, tu ne seras pas dans le rideau défensif et tu vas bouffer de l'énergie. Donc moi, pour moi, la récup du ballon dans le ruck, ça doit se faire dans les 2 secondes, quoi. Ça doit être très rapide. Si on a les mains dessus, on a les mains dessus. Si c'est plus possible, on laisse tomber, on se organise dans le rideau. Moi, après, le repère que je leur donne, c'est d'essayer de créer un équilibre. Et ce qu'on appelle le côté fermé, même s'il n'y a personne dans le fermé, je laisse toujours une joueuse de plus au cas où ça partirait, quoi. Et, voilà, je laisse toujours une joueuse de plus en plus de la cellule défensive, quoi. Voilà. Mais sinon, voilà, moi je ne contre-ruck pas, je ne bataille pas dans les rucks pendant des heures, ça ne sert à rien. Déjà, la plupart du temps, on se met à la faute, hein, et puis en plus, on laisse de l'énergie. Et on sera beaucoup plus efficace sur un rideau bien dense, bien fort, qui va chercher vite la ligne d'avantage pour les mettre à la faute que contre-rucker trop longtemps, quoi. Ok, priorité à la défense des espaces et à l'agressivité d'une ligne qui monte haut et fort et pas de ralentir les ballons. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Ça rejoint le même principe, hein. Pour moi, c'est le plaqueur qui est vraiment missionné sur cet aspect grattage ou ralentir la sortie du ballon. Donc pour moi, ça fait partie de la définition du plaquage. Le plaquage, il ne s'arrête pas quand j'ai fait tomber le mec. Il s'arrête quand j'ai été capable de soit gagner le ballon, soit gagner l'espace au-dessus du ballon. Donc sa mission à lui, c'est d'aller jusque-là. Et pour moi, il doit y aller quoi qu'il arrive. Après, comme disait Will, c'est soit il le gagne tout de suite, et dans ces cas-là, ça vaut le coup de batailler et éventuellement de rajouter un soutien quand ça peut se décanter, soit c'est pas la peine, et il vaut mieux reformer la structure en bordure de ruck et recréer la ligne, reconstruire le mur en fait, le plus vite possible. Si ton plaqueur subit le plaquage, c'est lui qui est mandaté pour essayer de prendre la place au-dessus du ballon? Le -1. Le -1. Alors plaqueur au moins. D'accord, ok. Voilà, le soutien intérieur, quoi. Ouais. D'accord, parfait. Et en termes de circulation, justement, alors au niveau de l'équilibrage des rideaux, hein, bien sûr, il faut lire, il faut essayer de compter, lire, compter. Hein, on compte, hein, d'abord, demander à compter. Mais voilà, il n'y a pas de principe standard en termes de Si, circulation. moi, je leur demande si ça doit bouger, si ça doit créer un équilibre. Je demande aux joueurs qui doivent bouger, s'il y en a qui doivent rester fixes, puisque des fois, si le ballon est visible, comme on a dit, on va demander aux joueurs de ne pas bouger. Je leur demande de passer derrière et pas devant. Alors, ça, c'est sur le déplacement lui-même. D'accord. Voilà. Mais en termes de principe, hein, pour équilibrer les rideaux, donc, on fait en fonction de ce que l'on lit. On ne fait pas à l'avance quelque chose. Ouais, moi je suis sur de la lecture. Après, souvent, je leur demande de lire le petit côté pour voir un peu, c'est souvent celui qui est le plus dégarni, voir un peu la circulation offensive adverse, savoir si justement, comme disait Raphaël tout à l'heure, s'il recharge dans le sens de jeu ou s'il crée pour couper tout le terrain. Et à ce moment-là, on a vite lu, parce que les principes offensifs d'une équipe, en 5 minutes, c'est plié. On sait s'ils vont jouer tout le temps dans le sens ou s'ils vont vouloir occuper tout le terrain. Donc, souvent, moi, ce que je leur demande, c'est que si vous vous relevez d'une phase de plaqueur plaqué, ben, vous levez la tête, vous regardez et vous circulez en fonction, quoi. Voilà. OK. Mais créer l'équilibre, quoi. Parfait. Donc, on avait donc identifié une structure, on va dire, défensive, hein, autour des situations de blocage. Ce que nous a dit Will, qui est important quand même, c'est qu'en termes de rideau sur le retour, toujours avoir un joueur de plus. Donc là, il y a 2 menaces. Le 9 fait partie de la menace supplémentaire en cas de départ, et c'est ce que tu disais. Donc, s'il n'y a pas de menace, au moins 1. S'il y a 2 menaces, 3. En tous les cas, toujours un joueur supplémentaire. Mais un des principes qui pourrait être accordé aux joueurs, hein, c'est la priorité donnée à ces joueurs-là de donner un chiffre, c'est-à-dire, par exemple, dans le petit côté, combien tu vois de menaces. Ça se fait assez vite, en fait. Et si tu sais qu'il y a 2 menaces, tu dis 3, par exemple, et à ce moment-là, on essaye de quand même donner et équilibrer d'abord ce rideau-là avant de savoir les joueurs qu'on injecte dans le sens. Et de le faire de manière ultra rapide, c'est-à-dire quasiment au plaquage, au moment du plaquage, avant même qu'il y ait ralentissement. C'est-à-dire que quand on est à l'intérieur du ballon, mandater ces joueurs-là très vite pour qu'ils donnent un chiffre qui compte très vite pour équilibrer d'abord ce rideau-là, et ensuite ça nous permettra peut-être d'envoyer en sécurité des joueurs dans le sens. D'accord ? C'est une possibilité, c'est une hypothèse.
D'accord. Ouais, c'est bien. L'autre hypothèse, c'est de standardiser la circulation des joueurs, hein, comme ça se fait assez de manière, de standard justement, en tous les cas basique, c'est de dire puisqu'on en envoie au maximum 2, d'accord. Donc s'il y en a un qui est dans la zone plaqueur-plaqué, il y en a un qui passe. S'il y en a 2, il y en a 2 qui passent. Là, on est dans le systématique et on vient combler le retour en replaçant les joueurs de blocage dans le petit côté. Ou l'inversé, pardon, en tous les cas. Voilà. Donc, c'est soit de la lecture, mais ultra rapide, hein, qui permet d'enchaîner les décisions sur la circulation. Hein, ça, par exemple. On compte très vite petit côté et on sait combien on peut en envoyer. Ou alors, on standardise. Et après, on adaptera, bien évidemment, hein, la circulation à la durée du blocage. C'est-à-dire que d'abord, on passe. D'abord, ils se remettent dans le retour. Mais si on a bien réussi à bloquer ou ici, ils sont ralentis ici, on aura toujours le temps d'équilibrer. Voilà. C'est une question de point de vue. Donc, des principes de circulation liés soit aux ressources joueurs, bien sûr, mais à la capacité de lecture rapide et de décision rapide qui pourrait partir d'abord du petit côté avec des codes d'alerte, hein, c'est-à-dire s'il y a vraiment de grosses menaces et beaucoup de joueurs, on n'a pas besoin de compter. On ne comptera pas, on donnera par exemple rouge. À ce moment-là, il faut qu'on reste d'abord sur le petit côté avant de circuler. Par contre, s'il n'y en a plus qu'un ou deux, on donne un chiffre et tous les autres passent, le plus vite possible. D'accord ? Essayer d'équilibrer de l'intérieur vers le sens. Ça, c'est une possibilité. Sinon, standardiser avec systématiquement 2 joueurs, s'il y a 2 joueurs au contest, 2 joueurs qui passent, et les assistants plaqueurs et plaqueurs qui se replacent dans le retour. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, perso, je trouve que c'est plus simple. Alors, après, c'est peut-être avec le public que j'ai, notamment chez les jeunes, mais c'est plus simple de définir le replacement du plaqueur ou du mec qui intervient dans le ruck. Alors après, on choisit sur le retour ou dans le sens. Je suis plutôt sur ce que tu as présenté toi, hein, c'est-à-dire que je plaque, je me relève, je gratte ou j'essaye de prendre la place. Si je ne peux pas, je me replace dans le fermé, de manière à pouvoir laisser glisser les autres dans le sens et pouvoir dire que la menace sur le fermé, on essaye de la protéger ou de l'alimenter grâce aux mecs qui se relèvent. Je trouve que c'est plus simple, mais peut-être pas dans vos collectifs d'entraînement, parce que sur la communication, même si moi j'en fais quelque chose de central dans mon projet ou dans ma manière de coacher, j'ai quand même pas mal de muets ou de joueurs qui ont vraiment du mal à communiquer. On défend et plus du coup, avec les cartes. trop de communication ou trop d'informations. C'est ça. Donc, du coup, multiplier la communication, sachant que c'est déjà un gros cheval de bataille en ce qui concerne l'attaque, c'est parfois compliqué, quoi. Ne serait-ce que d'annoncer les noms des 4 joueurs sur les bordures, des fois, ils ne le font pas tous et ils s'oublient. Donc, rajouter de la com, même si ça me paraît plus efficace, parce que tu peux t'adapter du coup dans l'instant, hein, s'il y a de la menace ou s'il n'y en a pas. À mon échelle, avec mes joueurs, ça me paraît un peu plus compliqué. On laisse délibérément de côté aujourd'hui entre nous, hein, tous les prérequis, tous les aspects techniques, hein, qui sont à travailler, notamment le premier des outils défensifs, c'est la communication, à la fois pour se coordonner, hein, pour collaborer, mais surtout aussi pour envoyer des messages très clairs à ceux qui sont en face. C'est-à-dire que dans même les tonalités, il y a plein de choses à faire. Enfin bon, et d'attitude à avoir oralement. Ok, vos autres commentaires, les gars, sur les principes de circulation. Donc, on partirait plutôt sur quelque chose d'assez standardisé, avec d'abord une priorité donnée au sens, hein, et un replacement soit dans l'axe, soit sur le petit côté des joueurs de la zone ballon. Ça vous va comme ça ? Ouais, ça me va. Ouais. Bon, eh bien, écoute, on mettra ça dans notre projet, et puis on le testera, et puis on le validera avec les joueurs, et on le travaillera. Ok, super. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Est-ce que tout simplement il y a des pratiques de bascule entre les différents rideaux, je pense notamment les ailiers avec l'arrière, ou est-ce que vous êtes plutôt adepte il y a entre guillemets, les ailiers ne redescendent pas et il y a 2 à 3 joueurs missionnés pour le R3 en fonction de la zone du terrain, et ce qui permet d'avoir toujours, en théorie, les 2 joueurs les plus rapides sur les extérieurs du R1. Okay. Je vais essayer alors de lancer ce sujet-là, mais pour le passer assez vite. Pourquoi, Raphaël ? Parce qu'on l'a déjà traité dans une précédente visio. Principe défense sur le R3, par exemple, la défense sur le R3. Donc, on est toujours de dos ici, là. Ça, c'est ici, voilà. Et le R3 à 2.
avec joueurs fixes, 10 et 15 ou autres, mais joueurs fixes. Et pas de bascule qui est faite entre les couloirs et le dernier protecteur au fond. Voilà. Donc, ensuite, il y a des équilibrages de rideaux avec peut-être, par exemple, quand on est chez eux, le 8 qui peut se joindre au 10 et au 15. Et donc, on a un triangle à 3, par exemple, et tout le monde après sur la même ligne en R1. Délibérément en R2 un peu faiblard, mais qu'on peut combler en faisant avancer le 8 ou en faisant reculer le 9 ici. Mais voilà. Après, bien sûr, il y a d'autres philosophies qui est bascule, ailier, arrière, et ça switch à chaque fois. Mais bon, voilà. Moi, ça me va bien comme ça. Donc après. Les garçons, si vous êtes OK, on passe sur un autre sujet. Ouais. Hein Oui. Notamment celui. Oui, vas-y. Ouais. Bon, Ouais. donc si on est équilibré, on monte très fort. Donc la défense est au vert, on est en équilibre, voire en surnombre, on monte très fort des deux côtés. Si on est en sous-nombre, donc là on est en danger, on va monter et pousser vers les extérieurs. Oui. Oui. Ouais, tout le monde OK. Petite question, qu'est-ce qu'on fait là? Moi j'ai écrit un truc, mais je vais l'enlever. Qu'est-ce qu'on fait dans cette zone bordure, couloir, où on est donc en contrôle, en sous-nombre? Comment défend notre dernier défenseur ici de la ligne? D'après vous, qu'est-ce que vous préférez faire? Ça dépend de l'espace qu'il y a au fond, pour moi. La profondeur avec la ligne de but. C'est-à-dire, c'est à 60 mètres de la ligne. Je lui demanderais de lâcher du terrain. Tu es à 30 mètres de ta ligne, il vient couper. D'accord. OK. Ouais, OK. Pareil. Donc, on est très proche. Pareil, ouais. Il sort sur l'avant-dernier. Ouais. Oui. On est très loin de notre ligne. On a un peu de confort sur la longueur du terrain. Il va garder sa dernière menace. C'est ça? Moi, sur le placement, quand on est en contrôle comme ça, je mets ce joueur-là, je le mets un peu entre les deux, en fait, un peu plus entre les deux. Comme ça, en fait, en fonction de la zone du terrain, comme l'attaquant, il a souvent un regard vers le ballon, il ne va pas le voir venir. Donc, je leur dis, soit vous êtes, comme disait Raphaël, on est loin de nos bases. Et là, on peut se permettre de contrôler entre les deux même en perdant du terrain. Venir défendre. Même en perdant du terrain, on contrôle et on glisse. Par contre, dès qu'on arrive dans nos zones à danger où on sait que c'est risqué, que si on laisse du terrain, on va là, on vient couper sur celui-là de l'extérieur là pour que justement il puisse pas faire la passe au dernier attaquant, quoi. OK, parfait. Alexandre? Et ouais, plutôt d'accord. Est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que vous envisagez ou est-ce que vous prévoyez peut-être une zone d'intervention du 15 dans certaines situations, à l'intérieur, à l'extérieur de l'ailier ou... Quand tu es loin de tes bases, le 15, lui, il va venir combler, l'espace sur le dernier, voilà. Mais par contre, si tu es près de tes, Donc, tes il bases, défend touche, le 15. Voilà, ouais. Ça va dépendre de la zone du terrain, quoi. Si le 15 il peut rentrer dans la ligne parce qu'on est loin et que le dernier défenseur a pu contrôler, là il va défendre sur l'avant-dernier. Par contre, si on est près de nos bases et qu'on a demandé au dernier défenseur de couper, là le 15 il défendra sur le dernier s'il y a échec, quoi. Donc si lui rentre, coupe, le 15 sort exté. OK. Voilà. Et sinon, Et sinon, il intègre la ligne pendant que lui contrôle pour pouvoir après défendre et éventuellement se servir de la touche qui est aussi une. En fait, sur le contrôle du dernier, c'est essayer de reformer un mini-mur entre le 15, l'ailier et la ligne de touche. Et la ligne de touche et sortir sur la touche. Okay. C'est ça. Voilà. OK. Mais pour moi, dès que tu arrives dans les 22, il n'y a plus de défense en contrôle. Même si tu es en infériorité numérique, tu ne peux plus défendre en contrôle. D'accord. Il faut défendre en charge, même en infériorité numérique. On monte fort et on met de la pression. On met de la pression sur les attaquants. Voilà. Très fort. Voilà. Okay. Pour moi, la zone des 22, c'est une zone où la défense en contrôle, même en infériorité numérique, c'est pas possible. D'accord. Par contre, au-delà de nos 22 ou de situations de danger, où on est en contrôle, mais on a du champ derrière nous, il n'y a pas d'urgence non plus. À ce moment-là, on a un joueur qui va plutôt accompagner, fermer avec le 15 après sur le troisième rideau, vers la touche. Voilà, c'est ça. OK, parfait.
L'avantage, hein, bien sûr, de dire, hein, au-delà de toute situation d'urgence où on est dans nos 22, et voilà, c'est que si le dernier défenseur reste sur la dernière menace, ça, c'est celle-ci, donc sa priorité est quand même la dernière menace. Ça permet, bon, bien sûr, même en perdant du terrain, hein, de couper les volontés de passe entre l'avant-dernier et le dernier. Et même si lui devient porteur, là, même si lui devient porteur, il rentre, d'accord ? Même s'il se fait prendre lui intérieur, il y aura toujours moins d'espace à couvrir pour raboter ici que Oui, si bien on sûr. le fait garder sur l'avant-dernier. Donc lui sort. À ce moment-là, l'espace à couvrir, hein, pour tout joueur en repli est beaucoup plus grand pour rattraper le coup, quoi. Hein, donc l'idée, c'est quand même de faire un triangle, hein, où notamment cette couverture-là est la plus courte possible. Donc s'il lui rentre, il a une couverture très courte ici pour couper, alors que si on le laisse, on lui permet de faire la dernière passe, à ce moment-là, le rattrapage, hein, si le dernier défenseur se loupe, est beaucoup plus lointain à faire, quoi. Donc si par exemple, donc on est breaké, d'accord, on va appeler ça bulle, ou je ne sais pas ce que vous faites. On est breaké, donc les méchants sont passés dans le dos de notre R1, ici. Il y a des menaces, hein, qui rentrent, le porteur est ici. On est breaké. Rideau 1 breaké, situation d'urgence. Quels sont les principes d'action pour vous qu'on doit travailler et isoler? Enfermer le porteur. Donc enrayer le break. Donc déjà, il faut arrêter lui, quoi. Il faut l'arrêter quand même. Ouais. Ouais. Il faut quand même l'arrêter. bien sûr. Et l'enfermer. Donc lui, il peut avancer, hein, donc il est passé de là, il a avancé, donc on va l'arrêter. Donc soit par une course en repli, un plaquage subi en repli, soit le dernier défenseur arrive à le bloquer. Donc on a enrayé le break, d'accord. Allez-y, Il faut gagner du temps pour que nous on puisse reconstituer notre rideau, quoi. Donc les mandats, les missions des joueurs qui ont bloqué ici, là, que ce soit la poursuite ou le dernier rempart, qu'est-ce que vous leur demandez, qu'est-ce qu'on leur demande de faire? Je pense que la meilleure des solutions quand on est briqué comme ça, c'est de ralentir le ballon le plus possible, quoi. De ralentir la sortie du ballon le plus possible. Ok, donc fortement ralentir. Donc le mandat est encore Et plus. surtout d'isoler les soutiens, d'essayer d'isoler les soutiens offensifs de ce porteur de balle, quoi. D'accord. Faire en sorte qu'ils puissent y mettre du temps à venir à ralentir leur action, quoi. Donc là, on a des joueurs qui sont dans la zone un peu ballon, hein, même si le ballon est en mouvement et derrière nous. Et donc ces joueurs-là, arrêtez le franchissement et si possible ralentir le ballon, bien évidemment. Les mecs proches, le mec en question, il est par terre. Donc. Eux se sont fait mettre le cul par terre, où ils se sont fait casser les reins, là. Donc, eux, ils sont morts, hein, puisque le porteur est passé dans leur zone. Donc, eux, ils sont morts. Effectivement, ils vont être en retard. Donc, après, que ce soit les moins 2, les moins 3, les rapides, ou qu'ils tombent dans les bras d'un 15 ou d'un 10 qui sont dans les rideaux du fond, hein, ou dans les mains d'un 9, hein, qui fait un repli, hein, peu importe. Mais en tous les cas, quel que soit le numéro dans le dos, les deux premiers les plus proches, leur mission, c'est bien d'enrayer le mouvement, c'est de se concentrer sur le ballon. Okay. Et par contre, les autres qui sont très en retard, donc ceux qui se sont fait casser les papates arrière ici, ou ceux qui sont en périphérie, hein, de la zone de break, hein, qui sont un peu plus en bordure de la zone de break, eux, leur boulot, ça va être de courir pour couper les relations entre les soutiens et le porteur. Voilà, c'est ça, oui. Hein, donc là, si par exemple, moi, je me suis fait casser la bouche, là, on m'a breaké, c'est moi, là, j'ai manqué mon plaquage. Je suis ici, j'ai manqué mon plaquage. Je ne lève pas les bras au ciel. Je ne cours pas comme un dératé pour attraper mon coup. Je vais éventuellement avoir une intervention sur les soutiens. Et je vais avoir des courses en fonction des soutiens. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc, on est breaké. Premier réflexe, les soutiens les plus proches du ballon, enrayer le break. Et ensuite, donc on peut peut-être mettre couper les transmissions, couper les courses et les transmissions. Donc, isoler le porteur. Je ne sais pas comment on peut mettre. Hein. Ouais. Isoler porteur par rapport au soutien. Hein. Ouais. Et 3, donc si on a arrêté l'affranchissement, si on a arrêté les transmissions,
d'accord, arrêter franchissement, arrêter transmission. À ce moment-là, là où il y aura le blocage, refaire un mur le plus vite possible et peut-être demander à des joueurs qui seraient censés ou qui auraient le réflexe de converger vers le break, en fait, d'arrêter de converger et de reconstituer un mur, zone 3. Hein, là, on est vraiment dans la situation 3. Hein, on arrête de converger et on reconstitue un mur, d'abord en descendant très bas sur la largeur et ensuite éventuellement en coulissant hein, Sur vers la profondeur. l'intérieur. Pardon? Sur la profondeur, non, plutôt. Oui, oui. Alors, on descend dans la profondeur, mais on reste sur notre couloir, en fait, dans la Ok, largeur. d'accord. Et Oui, ensuite, éventuellement, si on a le temps, on reconnectera les couloirs défensifs entre eux de l'extérieur vers l'intérieur. Mais ne pas courir avec des courses convergentes. Descendre plus vite pour regagner la ligne, en fait, tout simplement de hors-jeu. Hein, le ça, but, c'est un des enjeux essentiels, moi, je trouve, hein, parce que là, on est les dans le joueurs, 3, hein, vraiment l'action numéro 3. Hein, donc, refaire un mur. Comment on refait le mur, quoi. Voilà. Ok. Vas-y, Ouais. Alexandre, tu disais. Non, je disais, c'est un enjeu super important, alors encore plus chez les jeunes, qui ont tendance, à chaque fois qu'ils se font déchirer, à tous se regrouper vraiment en urgence autour du ballon. Et en fait, il faut vraiment donner certains rôles ou certaines missions à des joueurs en créant des repères pour que tu puisses anticiper. Parce que même si tu rattrapes la connerie et que le mec qui a déchiré, tu réussis à le bloquer 3, 4, 10 mètres plus loin, si on est tous agglutinés, en fait, tu es menacé sur les deux extérieurs, et sur les largeurs, c'est bordel. Donc, il faut vraiment reformer la ligne La ligne, en regagnant la ligne dans son couloir défensif. Hein, dans son couloir défensif, si on peut dire. Hein, voilà. Et si tu as le temps, et en reconnectant après les couloirs, quoi. De l'extérieur vers l'intérieur, quoi. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. C'est ce qu'on a essayé de se dire ou pas? Ça vous parle, Oui, ça? oui, moi, ça me va. Hein, donc, 1, enrayer le break. 2, soutien ici périphérique de la zone ballon, couper les transmissions, isoler le porteur, hein, avoir des courses liées au soutien offensif. 3, si break enrayé, si transmission enrayée, à ce moment-là, hop, on regagne chacun son couloir défensif le plus vite possible et après on reconnecte tout le monde sur le mur. Avant d'aborder peut-être les phases ordonnées, une question. Je n'ai pas de schéma, donc je vais essayer de vous la décrire simplement. On est donc sur une ligne défensive à peu près bien organisée. Hein, donc on va avoir une cible initiale et éventuellement on va dire dans nos principes d'action qu'en cours de montée, en cours d'action défensive, on peut changer de cible. Hein, donc, okay. Comment on défend sur une cellule où ils sont organisés en 2 rideaux. On sait hein, qu'il va y avoir un porteur, des menaces sur un premier rideau, mais il y a aussi des possibilités de jouer dans le dos. Quels sont les principes défensifs liés à la menace en 2 rideaux en face? Est-ce que vous avez des idées, des principes déjà identifiés? Moi, je leur demande en fait, je leur définis d'avance, il faut qu'elles sachent leur cible principale et leur cible secondaire en fait, parce qu'elles ont tout le temps 2 cibles. D'accord. Voilà, principale. Pour le premier rideau. En revanche, par contre, elles sont aussi responsables d'un couloir défensif, c'est-à-dire qu'elles sont responsables du couloir de leur cible principale jusqu'à leur cible secondaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la cible principale a le ballon, elles sont responsables de leur cible. Si la cible principale a donné le ballon et que bien sûr elles ont le temps de changer de cible, elles changent de cible. Mais par contre, tout ce qui vient dans le couloir après sa cible, elle est responsable. Voilà, ça veut dire que s'il y a des joueuses qui sont dans le deuxième rideau, il faut qu'elle ait analysé la situation. Voilà. Les moins 1 restent connectés au fur et à mesure que les couloirs se déplacent. Quoi. Les moins 1 avec le défenseur ballon restent connectés en permanence en cas de retour. Voilà. Okay. C'est ça. Et donc, ça veut dire que s'il y a un retour inter, eh bien, elle est responsable de ce couloir à l'intérieur. S'il n'y a pas de retour inter, elle va aider, sa partenaire sur le plaquage pour aller essayer de gratter, de contester, de ralentir. Donc, on identifie Alexandre et Raphaël. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, une cible principale ou secondaire, initiale, hein, ou peu importe, mais c'est ça. Et une connexion -1 porteur qui permet d'adapter. Ouais, la connexion garde-cadreur est primordiale.
Alors, garde, cadreur, c'est quoi pour toi, Raphaël? Le Alexandre, pardon. défenseur porteur, en fait, le cadreur, c'est le défenseur ballon porteur. Ballon, Et le cadreur, garde, c'est le -1. c'est le Et le -1. garde, c'est le -1. D'accord. Et j'aurais même tendance à dire que pour moi, dans le mouvement général, enfin, dans le jeu courant, la structure idéale, ça serait d'avoir mon cadreur et deux gardes à l'intérieur, quoi. Le -1 et le -2 systématiquement pour défendre justement les menaces axes ou profondes par rapport aux porteurs de balle, quoi. Et après, c'est la communication, tout ce qui est pointage, communication, règles du cadrage qui vont intervenir sur le voilà, comment est-ce qu'on monte vite, est-ce qu'on contrôle glisse, est-ce qu'on rush, et donc du coup, comment on vient fermer les espaces. D'accord. OK. Raphaël, OK avec ça? Oui, seulement moi j'associe quand même un mec à l'extérieur, malgré tout. On va dire de celui qui plaque. On va devoir entraîner en construisant petit à petit les cellules de défense. Hein. Il y a des cellules d'attaque et il y a des cellules de défense. Donc, il y a un cadreur qui a une cible initiale, qui peut avoir une cible secondaire. Il y a des -1 ou des gardes hein, qui doivent rester connectés en permanence. Alexandre, éventuellement, propose un -2 hein, qui reste aussi connecté. Et toi, Raphaël, un +1. Donc, on va le construire petit à petit. Hein, mais c'est la cellule de base minimale, c'est quand même un cadreur, si je reprends la terminologie d'Alexandre, et un garde -1. Si on isole, tiens, de manière un peu particulière aussi, sur ballon arrêté, on a le temps de cadrer tous hein, et de se placer par rapport aux méchants en face, à la menace. Si les méchants, il y a 2 +1 dans le dos, d'accord, et qu'on est 2 à défendre. Donc, on est sur du 2 +1 contre 2. Hein, c'est nous sommes les défenseurs. Comment vous faites placer vos 2 défenseurs par rapport à un 2 +1 en face? Ça dépend de la position du +1 au départ. S'il est dans le dos du premier, entre les deux, dans le dos du deuxième. Alors, c'est un 2 +1 avec effectivement, tu as raison de préciser, avec une menace d'eau dans le dos du premier. Dans le dos du premier, donc il a la possibilité d'attaquer l'intérieur ou entre les deux, quoi, ou extérieur, quoi. Voilà. Comment tu fais cadrer tes deux défenseurs par rapport à ce 2 +1 en face? Moi, ils sont épaules inter des deux. Et puis, voilà. Et puis la première joueuse qui est responsable de la première porteur, elle est responsable de la porteuse de balle et du couloir qui suit. Si après il vient attaquer l'intérieur, le soutien axial, ça va être son soutien intérieur qui doit venir, quoi. La troisième ligne, par exemple, si c'est dans le dos du 10. Voilà. Là, on est sur vraiment le cas le plus basique. Hein. On défend à 2, mais en face, il y en a un qui est dans le dos, quoi, en plus, quoi. Donc, cadrage intérieur, premier défenseur sur première menace, intérieur, cadrage intérieur. Et ce premier défenseur défend à la fois sur le porteur et sur le couloir à côté. Extérieur. Et donc, ton deuxième défenseur, il va défendre sur le plus large. C'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Si on reprend les précisions que donnait Will tout à l'heure avec cible numéro 1 et cible numéro 2, en fait, on pourrait avoir le premier défenseur qui est cible principale, le porteur, cible secondaire, l'axial. Et pour le deuxième joueur de la ligne, la cible principale, c'est le couloir, puisqu'il va quand même rester serré, puisqu'il y a une menace axiale dans le dos du premier. Donc, c'est l'intervention de l'axial, on va dire, dans le couloir. Et la cible secondaire, c'est le jeu dans le sens, donc le soutien extérieur au porteur. Du coup, sur la communication, on va dire que le défenseur numéro 1, il est responsable du premier couloir, donc de tout ce qui se passe entre le porteur et le soutien extérieur, donc y compris si l'axial rentre dans ce couloir-là. Et le deuxième, il est responsable du couloir qui part du deuxième attaquant et l'extérieur et tout ce qui rentre dans ce couloir-là. D'accord. Raphaël? Je suis assez d'accord avec ce que dit Alex. Par contre, du coup, le défenseur qui est un peu plus à l'extérieur, je lui demanderais de ralentir sur son rythme de montée pour ne pas se retrouver sur la même ligne que l'autre défenseur. De manière à pouvoir aller rattraper si ça sort large, mais tout en assurant quand même une protection de la zone où potentiellement il y a 2 attaquants au départ. De toute façon, tu es en sous-nombre, donc à part si vraiment tu es sous pression dans ton terrain, près de ta ligne de but, tu vas avoir tendance à plus contrôler que
qu'à charger. Alors, dans la part, dans la zone vraiment chez toi. Donc, ouais, par définition, ton numéro 2 peut être, entre guillemets, en décalé ou en retard. Ouais. Ok. Donc, soit on a l'option de défendre épaule intérieure à chaque fois. Hein. Ouais. Défenseur 1 sur première menace, défenseur 2 ici. D'accord. Cible initiale, défenseur 1 ici. Cible secondaire, couloir ici. Voilà, c'est ça. Après, ça va dépendre du temps de passe. S'il porte pour fixer, cadrer, ça va, ou s'il laisse le temps au défenseur de venir défendre sur la cible secondaire. Quoi. Ok. C'est toujours pareil. Ouais. Alexandre, toi, tu disais. Voilà. Et l'attaque, justement, le défenseur 2, lui, il va justement, comme disait, peut-être avoir un peu de temps de retard pour analyser la situation, savoir s'il va devoir venir défendre ici sur le soutien axe offensif. Qui vient Parce ici, là. peut-être que le défenseur 1 se sera fait cadrer. D'accord. C'est pour ça que de le laisser épaule intérieure, ça lui permet quand même de perdre moins de terrain, moins de temps De pour venir s'adapter défendre là. et venir couper si jamais il y a besoin. Quoi. D'accord. Ok. Alexandre. Voilà, c'est ça. Alexandre, toi, tu. Là, exactement la même chose, sauf que dans la situation peut-être un peu plus serrée, le défenseur 2 du défenseur 1 pour justement pallier avec ce que disait Raphaël, hein, vu que de toute façon on va lui demander de monter dans un timing différent, qu'il puisse dans le timing, en fait on va avoir le défenseur 1 un peu plus près, un peu plus tôt, et en fonction de si voilà, il est cadré, pas cadré, est-ce que le porteur a porté le ballon, est-ce qu'il a fait la passe rapidement, il va pouvoir s'adapter. Mais pour moi, on est presque quasi obligatoirement dans de la défense contrôle-glisse dans cette situation-là. D'accord. Parce qu'il y a quand même 2 menaces, enfin 3 menaces si on compte le porteur de balle pour seulement 2 défenseurs. Donc il faut absolument qu'on rééquilibre. En fait, l'idéal, c'est gagner du temps pour revenir à 3 contre 3. Il nous faut absolument le garde, le -1 au défenseur 1 pour éventuellement chercher à dynamiter ou à réattaquer avec un mur sur les frappes. Ok. Alors, je vous propose une autre façon peut-être aussi d'envisager la chose, un petit peu comme sur des principes généraux de défense, y compris sur la touche. Hein. Souvent, on laisse la solution de passe ou la solution de passe ou de lancer en touche le plus lointain disponible parce que c'est une vraie prise de risque. Donc, si on dit que cette solution de passe-là, avec un mec qui se démarque dans l'espace ici, est une prise de risque. À ce moment-là, effectivement, on peut dire que les principaux risques d'abord et prioritaires à défendre, ce sont ceux des menaces proches. Si les menaces proches sont celles-là, on peut envisager de faire cadrer intérieur le défenseur 1 effectivement sur la menace initiale qui est lui. Donc lui, il faut vraiment qu'il reste très, très, très intérieur. Et le défenseur 2, lui, son métier, c'est de lire ce que va faire lui, en fait. D'accord? C'est-à-dire que si effectivement, lui, il prend l'intérieur, il ouvre la porte et ça essaye de rentrer, le défenseur 2 est déjà en place et il n'a pas à courir de terrain pour une menace qui arrive le plus vite possible dans le premier espace libre. Donc, on couvre cette zone-là très vite. Donc, si on fait rentrer là, d'accord? OK. Si il joue traditionnellement comme les trésistes, une coupe, et à ce moment-là, la solution va être la passe dans le dos, d'accord? Ici, avec cette coupe-là, d'accord? Donc lui, il coupe. Le défenseur 2 aura le temps donc, de voir éventuellement si la coupe va être servie et de sortir après, loin, en couvrant le terrain. Une fois que la coupe a fait son boulot, là, le défenseur 2 va changer de cible à ce moment-là, mais seulement quand le dos est servi, quoi. Le principe, c'est… Il change de cible pendant le temps de suspension de passe. Ouais. Lui, la cible initiale, c'est ça. Ouais. Et ne pas se faire prendre à l'intérieur. Lui, sa cible initiale, c'est le première menace si elle vient dans le couloir, le premier couloir. D'accord. La coupe, bien évidemment, mais c'est toujours le même couloir en fait. Il est placé dans le premier couloir défensif en fait. Et si ça coupe et que ça sert dans le dos, tout le monde sort pour couper en montant très fort et éventuellement après en contrôlant. On aura toujours le temps de contrôler. Mais comme c'est un dos, il va partir de plus loin. J'ai plus de temps pour le contrôler si j'ai besoin. Voilà, proposition.
D'abord, on clôture le sujet ou la question qu'on se posait, quels sont nos principes de défense quand on est en sous-nombre, mais lié à une deuxième menace, un deuxième rideau. Hein. Donc, voilà, donc, notre avis maintenant, une fois qu'on a un peu partagé nos points de vue, notre avis, notre sensibilité, elle s'arrête sur quoi? Deux défenseurs qui sont un peu éloignés ou très serrés. On sécurise la zone de passe où c'est plus facile, quoi. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec l'option que tu as proposée, Michel. Là, je trouve ça intéressant. Pareil, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, mais ouais, la défense doit être serrée, quoi. Ouais, les deux joueurs, pour reprendre ce que disait Will tout à l'heure, pour moi, le premier défenseur, donc première menace ou menace principale, c'était porteur, menace secondaire, c'était l'axial. Ouais. Et pour le deuxième joueur, menace principale, c'était l'axial et menace secondaire, c'était l'extérieur. Forcément, les deux joueurs serrés. Ou la coupe, ou après, s'il passe dans le dos, on a le temps de faire monter tout le monde pour défendre dans le dos, quoi. Passer derrière, quoi.